Bien, donc un petit temps de débat dans lequel on va prendre aussi des questions individuelles s'il y en avait par rapport aux exposés qui nous ont été présentés. La question qu'on s'est posée et qu'on leur a posée à nos trois orateurs, c'est comment vous positionnez explicabilité et confiance. C'est deux termes qu'on voit un peu partout repris, évidemment. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'horizon de vous trois déjà pour voir de quoi vous parlez quand vous parlez d'explicabilité et de confiance? Rapidement, mais pour poser les termes. Oui, je vais commencer. Du coup, j'ai évoqué un petit peu l'explicabilité pendant ma présentation. Je le fais exprès pour déjà lancer la réflexion. Moi, quand je pense d'explicabilité, il y a vraiment deux choses dont je parle. Ce que j'ai vu dans le revue systématique, il y a l'explicabilité de comment le système marche globalement. Et il y a un autre type d'explicabilité de comment exactement cette recommandation a été délivrée. Et dans les entretiens, quand j'ai parlé avec l'équipe qui faisait de l'EA, il disait qu'il divise ce deux types d'explications parce que dans le premier cas, ça évoque l'explicabilité de comment le système marche principalement, c'est-à-dire une petite introduction dans l'EA 101. Et dans le deuxième cas, c'est quelque chose de plus précis pour le contexte spécialement. Du coup, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau plus global et le niveau plus précis pour un type une sorte de recommandation qu'on voit tout de suite maintenant. Du coup, c'est comme ça que je définis l'explicabilité. Et comme j'avais évoqué, il y a le lien avec la confiance, mais pas directement positif, corrélation positive tout le temps. Sur le côté, Thomas. Alors, ce que en termes d'explicabilité, déjà, j'ai une définition personnelle qui, je pense, peut être partagée de l'explicabilité. Pour moi, une explication, c'est une information nécessaire et suffisante pour permettre à une personne particulière de réfuter une proposition, l'explication d'une proposition. Je le prends au sens mathématique. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une explication? Pour moi, c'est quelque chose qui me permet de dire non, ou de me sentir en capacité de le dire. Je prends un exemple, mon prêt bancaire que j'ai fait, je demande un prêt bancaire, on me dit, bah non, on ne vous accorde pas votre prêt, il faudrait que vous gagniez 200 € de plus par mois. Alors avec ça, pour moi, c'est suffisant comme explication, parce que je me dis, bon, bah, il va falloir que je pose plus, que j'obtienne des primes, etc., et j'aurai mon prêt. Donc je pourrais dire non à la proposition qui m'a été faite. Pour le banquier, l'explication, c'est quelque chose d'autre. Le banquier, c'est, oui, mais en fait, il appartient à une telle ou telle catégorie, il faut plutôt lui proposer ses autres produits, plutôt que celui qu'il a demandé. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir répondre à son problème, donc répondre à sa question de il a un prêt, mais avec un autre produit financier que celui qu'il a demandé. Je sais pas, un prêt aidé, je ne sais quoi. Et puis enfin, pour l'actuaire, qu'est-ce que c'est que l'explication? L'actuaire, c'est pour lui, c'est cette catégorie de personnes appartient à tel segment de personnes, par rapport, et le taux de défaut ont été de tant de pourcents, etc. Et donc, il appartient bien à cette catégorie, c'est justifié que cette demande de prêt a été exposée. Le point important, donc, c'est de comprendre que qu'est-ce que c'est qu'une explication? Pour moi, c'est quelque chose de personnalisé. Et ensuite, pour revenir vraiment à ta définition de question, pourquoi est-ce que l'explicabilité est très importante pour la confiance? C'est que l'explicabilité, c'est ce qui permet de dire non. À partir de là, justement, on perd la vulnérabilité, comme tu l'as dit, c'est-à-dire on est plus vulnérable face à la décision qui est proposée. On peut l'assumer. Voilà. Et de ton côté, Béatrice? Je dirais que il faut, pour susciter la confiance, il faut qu'il y ait une convergence, alors j'appelle ça convergence, des collègues à moi appelleraient ça la congruence, entre l'interprétation d'un système et celle de l'humain. Et donc ça suppose que l'humain puisse se l'approprier
et vraiment que ça résonne avec ce qu'il sait sur le domaine. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et maintenant, les exposés étaient très clairs là-dessus. Des médecins qui ont une chance sur deux de se planter quand on leur fait des propositions. Ça, on sait qu'en général, ils vont se mettre entre communautés. Ils se présentent entre collègues leur cas et ils prennent des décisions en général à plusieurs. Et c'est pas un problème simple. C'est pas un problème simple. Ils se font confiance les uns les autres. Je crois qu'on fait plus confiance aux humains, mais en tout cas, un système, j'ai envie de dire qu'une explication, si elle résonne avec, si elle converge avec l'expérience, on va dire, parce que je pense beaucoup à ça, de l'utilisateur, là, il peut avoir confiance. Je dirais de la confiance chez eux. Je pense qu'il y a un mot que tu as beaucoup utilisé, qu'on a utilisé tous les deux, c'est qu'on a utilisé beaucoup plus tous les deux, appropriation de confiance. Oui, et voilà, on préfère notre. Enfin, moi, voilà, on se sent plus à l'aise avec. Confiance, oui, je suis d'accord avec ça. Ok, et donc ce petit tour d'horizon étant fait, on peut bien voir les positions de chacun. Et selon vous, quelles sont les interfaces ou les interactions qui vont justement renforcer cette appropriation, cette confiance? Voilà, la parole est ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une machine? Je n'ai pas une opinion forte pour les utilisateurs, mais je veux, peut-être pour les utilisateurs, je vais apporter, je veux parler de groupes de personnes dont j'avais évoqué, des personnes qui sont impactées par les décisions et qui n'ont pas forcément l'accès direct au système. Du coup, ils sont un petit peu exclus de cette interaction humain, IA et prise de décision. Et du coup, pour eux, avoir la confiance dans cette décision que leurs impacts, pour eux, l'important, c'est avoir le pouvoir d'interactivité, le pouvoir de pouvoir négocier avec cette décision, avec la recommandation qui a été donnée. Du coup, pour le groupe qui s'appelle en anglais, le terme est Decision Subject. En français, je n'ai pas trouvé le terme élégant, du coup, je continue à faire cette phrase longue, les personnes impactées par la décision. Pour leur confiance, c'est très important pour eux d'avoir cet élément d'interactivité avec soit la recommandation elle-même, pouvoir créer une sorte de dialogue entre eux et le système. Et si on parle d'explicabilité, faire poser une explication en sorte que ce ne soit que le texte défini et stable, que ce soit un texte qui permet d'inclure ce type de personnes dans le loop de l'interaction. Du coup, pour ce type de personnes, le gros mot, c'est interactivité pour leur confiance. Un complément plutôt mélangement de tête. Tu ne veux pas abonder plus. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, et j'aimerais intervenir dans ce sens aussi. Un système qui ne va pas que nous donner des résultats, voilà, c'est vert, et dans lequel non, c'est pas vert, c'est rouge, et voilà, et toutes les interactions dans les deux sens. Bon, je parlais d'acquisition de connaissances, je parlais d'expérience, donc c'est constamment de la connaissance qui évolue, qui est dynamique, et pour moi c'est absolument indispensable qu'il y ait des interactions, et ces interactions qu'elles soient prises en compte pour qu'il y ait voilà, pour que ce soit vraiment utile pour l'utilisateur. On est, je pense, les trois alignés. La possibilité de fournir un contrefactuel, c'est-à-dire de dire et si c'était autrement, ce serait comme ça, c'est peut-être la clé du
du sujet. Donc l'interactivité, c'est ce qui fournit le moyen de dire on dit ça, je change les données d'entrée, qu'est-ce qu'on dit à la place, et c'est ça qui me permet de construire un modèle mental de qu'est-ce qui se passe dans cette machine. Alors, dans ces systèmes-là, on est dans un cadre, mais Alexandra, dans son exposé, tout à l'heure, a ouvert un peu plus le cadre. Oui, là-dessus, c'est que on est en train de parler de quelqu'un qui utilise, qui prend une décision au vu d'une assistance par une machine. C'est la personne à la machine qui vient l'aider à prendre la décision. Qu'est-ce qu'il en est de la personne qui est en face de la personne qui a la machine pour prendre la décision? Je veux dire, voilà, c'est pas tellement le médecin qui prend cette décision, mais qu'est-ce que le patient va dire, ou qu'est-ce que la personne qui reçoit son nom de bancaire finalement va être capable de dire. Donc il y a la capacité de faire négocier le professionnel avec sa machine, de le pousser à, mais est-ce que finalement il n'y a pas une confiance a priori, une méfiance a priori, dans l'incapacité de mon médecin, mon banquier, qui finalement a fait ses études il y a 20 ans, de comprendre comment les machines actuellement fonctionnent, de se faire berner par les machines. Je pense que Alexandra peut en dire plus parce qu'elle a étudié la confiance. Elle avait été mais elle a étudié la confiance humaine aussi parce que il y a des gens qui ne font pas confiance au médecin ou à la médecine, donc et ça part de là, quoi. C'est une histoire personnelle, je ne sais pas, Alexandra. Non, je n'ai pas expérience personnelle, mais c'était juste curieux pour moi d'étudier la confiance parce qu'on commence à voir l'IA de plus en plus comme collaborateur. Du coup, je me suis lancée dans le sujet. Mais pour rebondir sur la question, pourquoi est-ce que les personnes qui sont impactées par les décisions, pourquoi est-ce qu'ils font la confiance automatiquement? Peut-être dans le cas de médecine, oui. Mais par exemple, j'ai parlé avec les personnes impactées dans le contexte de recrutement ou du contexte financier, où c'était le système qui approuvait ou non le crédit ou approuvait ou non la candidature. Quand même, c'était la personne du RH ou la personne dans une banque qui validait cette décision et la personne impactée par la décision recevait juste une notification. Et alors, dans ce cas, les personnes impactées par la décision voyaient ce type d'utilisateur comme les oracles passifs qui juste cliquent oui, non, sans y réfléchir trop. Peut-être c'est parce qu'ils n'étaient pas avec la personne dans la même salle. Peut-être ce qui est le cas avec le médecin quand même. Si on parle d'une décision médicale avec l'IA, ça s'agit de quelque chose, d'une maladie assez grave. Du coup, forcément, les médecins vont être dans la même salle que les personnes impactées par les décisions de l'IA. Mais dans les cas assez importants, parce que quand même il s'agit de notre capacité de liberté financière dans le cas de l'approbation du crédit ou notre futur, si on reçoit cet emploi ou pas. Il y a un manque de transparence comment ça se passe, cette procédure de validation du crédit ou de recrutement. Les personnes impactées par les décisions ont l'impression que les utilisateurs n'en pensent pas trop de l'impact de ces décisions. Du coup, je pense que c'est pas forcément que les personnes impactées ont la confiance dans les utilisateurs. Pour élargir, donc, avez-vous des questions par rapport à ça, pour revenir soit sur les choses qui ont été dites, soit sur les autres éléments maintenant? Oui, Romain. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de justement faire en sorte que les utilisateurs aient confiance en nos IA, ou juste, on peut juste les persuader que nos IA ont raison? Je peux commencer si vous voulez. J'ai envie de dire que les outils qu'on leur propose, ce sont des assistants pour leur faciliter la tâche, mais ça n'enlève pas la prise de décision. Et qu'il y a des choses que la machine sait mieux faire qu'eux. On a parlé tout à l'heure, pour se remémorer. Ça peut être utile d'avoir un assistant pour se rappeler des situations.
mais pour susciter la cognition chez l'utilisateur, et lui qui prendra la décision, j'ai envie de dire. Enfin, c'est plus comme ça que moi je vois les choses, c'est toujours en interaction et on lui apporte quelque chose pour l'assister dans sa tâche. Je pense qu'il y a. Alexandra a mentionné dans son triptyque sur ce que c'est que la confiance, c'est une attitude. En psychologie, on distingue les attitudes et les comportements, et souvent on peut avoir par exemple une attitude négative vis-à-vis du tabac, mais quand même fumée. C'est des choses comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans l'histoire de persuader versus faire en sorte d'avoir confiance. Dans le domaine juridique, c'est très intéressant de voir ce qui se passe parce que les juristes disent mais jamais la justice c'est un domaine en dehors de l'IA, etc. Tout jamais ça n'arrivera. Mais en fait, il y a déjà des décisions. Au Canada, c'est fait. Oui, voilà, il y a déjà des décisions qui sont prises par des robots, et la vérité est qu'il y a une vraie possibilité d'amélioration de la paix sociale, parce que c'est aussi la suppression de l'arbitraire, et ce qui est paradoxal, parce que le syllogisme, c'est l'instrument, enfin c'est le sommet de la pensée pour quelqu'un de juridique, quoi. C'est de la déduction, et on a construit des langages de programmation là-dessus, et aujourd'hui, non, mais en fait, le syllogisme, non. Ouais, mais quand j'ai travaillé dessus, quand on gratte un peu les jugements complexes, ils vont de l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont la solution et ils vérifient si juridiquement ça se tient. Donc, qui est la solution au début, ça change rien pour eux, parce que juridiquement parlant, ils sont obligés de regarder. Et c'est ce qu'on avait essayé de mettre en place avec le prologue, avec les moteurs de règles, le Pyrrhus, et ainsi de suite. C'était justement de les aider à construire toute la logique derrière de juridique avec des syllogismes et ainsi de suite, pour montrer qu'on arriverait bien à la solution qui était proposée par la machine. Je pense qu'il faut faire très très attention à l'utilisation du mot décision. Le mot décision suppose de manière philosophique une notion de conscience, une notion de responsabilité de façon très directe. Donc tant qu'on n'est pas dans l'IA forte, on n'y est pas. Une machine ne peut absolument pas prendre de décision. On a tous effectivement un biais un peu technique, scientifique, où dès qu'on a un if dans un programme, on se dit c'est une décision, mais c'est pas une décision, au sens des sciences humaines et sociales. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans certains cas, l'humain ou l'organisation humaine décide de prendre dans une logique fast-food, c'est-à-dire le résultat produit par un programme, et d'en faire sa propre décision. Et il le présente comme étant la décision de la machine, ce qui est une aberration totale. Dans tous les cas aujourd'hui, les décisions relèvent de l'humain et des organisations humaines. Et il n'y a pas d'exception à ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est des systèmes automatisés qui existent depuis 70 ans? Qu'est-ce que c'est, par exemple, un missile qui se déclenche automatiquement comme ça? C'est le choix que vous avez fait d'avoir un missile automatisé. Donc, la décision pour vous, c'est de... Voilà, c'est toujours l'humain qui a pris la décision de laisser un système automatisé fonctionner de telle ou telle manière. C'est toujours sous la responsabilité de l'humain ou d'une organisation humaine. Je partage ça, mais dans ce cas-là, il faut un autre mot. J'ai besoin d'un mot. Mais vous avez un mot dans la langue courante, en philosophie, en sciences humaines et sociales. Encore une fois, le seul biais, c'est le biais scientifique, où dès qu'on a quelque part un automatisme, on traduit ça, vous aussi, c'est le premier, on traduit ça par le mot décision, parce qu'il y a un while, il y a un if dans un programme, et on a l'impression que le machin, il décide, mais il décide pas. Non, moi la décision, c'est ce caractère irréversible qui est significatif derrière le mot décision. Les mots qui sont, pour une notion de dictionnaire, la notion de décision suppose une notion de conscience. Je sais pas. Si, je le dis. Oui, d'accord. Mais en même temps, c'est pas le dictionnaire, ok, j'entends et j'écoute, mais je voudrais un mot dans ce cas-là pour décrire le choix réalisé qui amène à un changement d'état irréversible. Vous avez trouvé l'expression. Bah oui, non, mais je voudrais un mot, je voudrais pas une expression. Parce que c'est ça ce qui se passe. Vous avez un processus automatisé qui propose des choix. Non. Qui ne propose pas des choix, qui fait des choix. Le choix est fait préalablement. Il fait rien. C'est vous qui faites le choix de prendre le résultat proposé par la machine sous forme d'énoncé oral ou d'action comme étant, vous l'entérinez et vous en faites votre décision.
J'entends Par ce que vous anticipation dites, ou mais je crois que vous allez perdre la bataille, là. Oui, malheureusement, et on est en train de la faire au niveau européen et au niveau des parlementaires qui sont en train de faire rentrer justement dans la définition de l'IA Act la notion de décision, alors qu'aujourd'hui, sauf à parler d'IA forte, il n'y a pas de notion de décision prise par les machines au sens strict. Et c'est une grave erreur conceptuelle. Je crois que par contre, les Act va vous donner tort. Non, il y a des abus de langage, on va dire. Oui, mais c'est très important, mais c'est un biais de langage qui a des conséquences considérables, parce que du coup, on fantasme sur la machine. On est en train de vouloir réguler quelque chose qui est de l'ordre de l'IA forte, alors qu'on n'est pas du tout dans l'IA forte aujourd'hui. Et donc, on est en train de créer des biais de raisonnement très importants. Il y a déjà des tas d'éléments qui existent, ne serait-ce que dans la justice. Par exemple, quand on fait un excès de vitesse, c'est une machine qui détermine le fait que vous ayez fait un excès de vitesse ou pas. Et ça arrive directement dans votre casier, etc. C'est la décision, en fait. Oui, j'ai jamais compris. La décision préalable du politique qui a dit on va traiter tous ces éléments. En pouvoir public, on pense ça comme étant la base de notre décision. Il y a le mot inférence quand même dans la littérature scientifique, je ne sais pas si c'est adapté dans ces cas-là, mais enfin, en tout cas pour le machine learning, il y a le terme inférence qui est utilisé. Enfin, voilà, c'était juste un petit remarque. Non, oui, j'entends, mais j'entends bien que l'histoire, c'était pas en train de donner raison. Oui. C'est pas la raison. Il y avait une question. C'est juste pour revenir sur le point de l'explicabilité. J'ai l'impression aussi qu'un des enjeux, c'est qu'on n'est pas forcément, techniquement parlant, capable de fournir une explicabilité à toutes les inférences fournies par un système. Parfois, des gros modèles qui sont utilisés pour fournir un prêt ou quoi pour une personne, c'est des données qui sont très, très grands, je suppose, qui reposent sur un tas de choix ou de choix techniques pris par le modèle. On n'est pas forcément capable, même les personnes qui ont conçu ces systèmes-là, de comprendre, de voir un peu la relation entre l'entrée et la sortie. Est-ce que c'est un enjeu technique? Ça semble être un enjeu technique aussi, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je ne sais pas si je me suis pu comprendre. Je ne sais pas si... C'est juste que les gros modèles, parfois, fournir l'explication des décisions, des inférences données par les systèmes, parfois on n'est pas forcément capable techniquement de le faire. Surtout sur des systèmes très grands. Oui, typiquement, les modèles de langage, voilà, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi ChatGPT nous a sorti tel bloc de texte. Oui, effectivement, on est... En tout cas, il me proposait une définition, j'ai demandé parce que chacun utilise ChatGPT comme une pitié, c'est-à-dire c'est le truc dans lequel on se trompe, on ne sait pas quoi dire, on le personnifie, on le masculinise aussi, parce qu'il n'y a pas de... Et donc, il me dit, effectivement, quels sont les défis actuels de la recherche en IA et en IHM, et comment pensez-vous que ces deux domaines peuvent bénéficier mutuellement de leurs avancées respectives? Autrement dit, une question de tout. Est-ce qu'il y a une meilleure question dans la salle? Tu peux nous partager? Ah non, on ne peut pas l'avoir, la réponse. Non, c'est une question posée. C'est une question posée avec peu d'éléments. Forcément, peu d'éléments. Il arrive à structurer une phrase qui a du sens quand même, qui peut faire avancer le débat. Mais c'est pas... En fait, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur l'interaction et le... je crois que Thomas, tu as utilisé le terme modèle mental, c'est-à-dire que c'est par l'interaction que va se développer une connaissance un peu intime, implicite, incarnée, du système. Et finalement, d'un autre côté, Alexandra qui disait que finalement la confiance n'est pas forcément souhaitable, et qu'en plus c'est assez coûteux à évaluer, c'est-à-dire qu'il faut... Enfin, coûteux dans le sens, il faut des interviews, il faut des techniques un peu à l'oral, beaucoup d'analyse, de verbalisation, il y a toujours une part d'incertitude dans ce genre d'analyse. Et du coup, est-ce que on pourrait imaginer une méthode où finalement, un peu après l'interaction, on demanderait à la personne de se mettre un peu dans la peau, c'est-à-dire d'essayer de prédire les prédictions du système, et que ça permettrait d'avoir un peu une mesure un peu objective de cette personne, effectivement, sait comment va se comporter le système. Même s'il n'a pas confiance, même s'il ne suivrait pas ces décisions-là, cette personne peut, en quelque sorte, anticiper le comportement d'un algorithme. Et est-ce que ça ne pourrait pas être complémentaire, finalement, de ce genre d'évaluation avec peut-être la confiance, mais... voilà, je me dis que peut-être la confiance pour, par exemple, détection d'un cancer, des choses, finalement... Peut-être que c'est pas très important par rapport aux résultats, c'est-à-dire le bon diagnostic. Donc voilà. Désolé pour la question, elle est peut-être un peu longue, mais
C'était ma question, si je peux essayer de la résumer si vous Non, pas de souci. Je connais un article scientifique par Zana Buchinska de Harvard qui exactement étudiait est-ce qu'il y a le lien entre la confiance et la capacité de savoir prédire ce que le système va donner. Ouais. Et ils ont trouvé que forcément il n'y a pas le lien entre les deux. Okay. On peut comprendre, on peut estimer ce que le système peut-être va nous donner comme recommandation. D'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on a confiance en ça. Parce qu'au début, quand il y a 3 ans, il y avait une forte vague d'explicabilité pour augmenter la confiance. Et l'une des métriques de confiance, c'était si la personne sache anticiper le résultat, ça veut dire que ce type d'explication marche bien, ce qui veut dire que cette personne fait confiance en IA. Et cet article montre que c'est deux concepts de savoir, deux attitudes différentes. Oui. Ils peuvent être complémentaires, c'est-à-dire, je ne peux pas dire que comprendre quoi la confiance, c'est mieux et c'est la clé pour évaluer l'interaction en totalité. C'est bien aussi comprendre comment est-ce que les personnes effectivement comprennent le système. Les deux sont compatibles, mais ils sont pas similaires et je peux partager l'article. Je serais intéressé de regarder. Oui, mais je pense que la deuxième partie de ta question, c'était exactement si la confiance est la métrique à laquelle on doit s'attacher pour évaluer l'interaction. Pas forcément, c'est l'une des métriques. Et dernièrement, j'ai participé à un atelier, on a eu sur la confiance en IA, on a eu une discussion privée, du coup c'est pas un article publié, mais il y avait cette question évoquée dont mes chers collègues disent maintenant qu'au lieu de confiance, maintenant certains chercheurs et certaines chercheuses préfèrent utiliser acceptabilité au lieu de confiance parce que confiance ça reste quelque chose d'assez vague et qui reste dans la tête, pas assez tangible, alors que l'auto-acceptabilité c'est quelque chose qui peut-être de même que le mot décision, monsieur à juste ce titre veut le réserver à l'humain, peut-être que le mot confiance il faut le réserver à l'humain. De toute façon, la machine, on ne cherche pas à savoir que la machine a confiance, on a confiance dans la machine. Déjà, sur les termes, c'est vrai que c'était appropriation qu'ils ont utilisé plutôt que acceptabilité. Acceptabilité, c'est souvent utilisé par des gens des sciences et techniques, et appropriation par des gens des sciences humaines. On voit bien qu'est-ce que ça veut dire. Il y a souvent les autres familiers qui aussi s'interviennent dans la population. Il y avait un article très intéressant par le maître de conférence Caroline Norico, il y a une vingtaine d'années, sur les glaces cockpits dans les systèmes avions, et qui expliquait très bien l'importance du rapport de familiarité pour que justement l'appropriation puisse s'enclencher. Donc, elle associe étroitement ces deux cas. Le principe de pouvoir agir et réagir avec des téléphones, par exemple, le glass touch, là, qu'on est dessus, fait qu'on leur porte tellement confiance qu'on ne sait pas qu'est-ce que ces outils-là font. Et bon, on va pas... Il y a tellement d'utilité qu'en fait, on dépasse. Sinon, personne n'aurait fait Facebook, je crois. C'est bien Google. D'autres questions dans la salle, oui? Ouais, du coup, toujours sur la confiance et peut-être l'acceptabilité, je me demandais est-ce qu'il y a peut-être un risque de se focaliser sur la confiance ou l'acceptabilité, puis s'occuper d'autres aspects, liés peut-être à des enjeux de pouvoir ou de structure politique. On parlait par exemple d'accorder un prêt, si on se place du point de vue du sujet, tu le dis en français. Mais moi, j'ai demandé un prêt récemment, et en fait, la confiance n'a même pas lieu d'être, parce que je suis dans une relation de faiblesse où je demande des prêts à une banque et ils me disent c'est ça ou c'est ça. En fait,
confiance pour moi n'a pas vraiment de signification dans ce cadre-là parce qu'on est dans un système de situation à certains systèmes de confiance. Et du coup, est-ce que le côté explicabilité, confiance, acceptabilité, est-ce qu'il y a un risque qui puisse en fait éviter d'expliciter ces systèmes de pouvoir? Justement, on a tous un biais considérable, on peut dire, avec les IA génératives. Hein. C'est la confusion entre le vrai et le vraisemblable. On accepte finalement à peu près n'importe quelle information du moment qu'elle est vraisemblable. Et d'ailleurs, beaucoup manipulent l'information pour qu'elle soit vraisemblable, indépendamment de toute relation à la vérité. Hein. Et donc, c'est une problématique à la fois individuelle, par conséquence que ça peut avoir en matière de prêt, de santé ou autre chose, ou sur le plan sociétal et politique. Donc, quand on parle de manipulation à plus grande échelle, donc là, il y a toute une dimension qu'il faut aussi investiguer, je pense. Ce qui est intéressant, c'est la faculté qu'ont les informaticiens, j'en fais partie, à capter tous les termes anthropologiques, humains, etc., pour les approprier et mettre des définitions dessus. Il y en a un nouveau qui vient de sortir. C'est ce que j'appelle redéfinir le nombre de pi. Il y en a un nouveau, vous l'avez peut-être entendu, mais ça ne va pas tarder, c'est hallucination. Ah oui, depuis que l'IA générative est arrivée, que l'IA générative produit des choses vraisemblables, évidemment, mais pas vérifiées, évidemment aussi, mais on considère qu'elle hallucine. C'est fort. Le terme est très nouveau et correspond à nommer quelque chose qu'on est passé à côté. C'est la différence entre le vrai et le vraisemblable. Oui, en fait, l'IA hallucine pour nous quand elle produit quelque chose qui n'est pas vraisemblable. Parce qu'en fait, c'est là, on va dire, elle a une... Oui, c'est ça. Alors, le langage courant, c'est pas ça. Ah non, je suis d'accord, mais ça pourrait être une définition, justement. C'est vraisemblable, mais tu hallucines quand même. Oui. Ok. Alors, la question est intéressante. Ouais, je suis d'accord. Je crois qu'elle a fait. Je voulais commencer à répondre. La première chose, je suis d'accord avec toi que parfois la confiance, pour certains contextes, oui, c'est pas quelque chose dont on pense, c'est ce qui est nécessaire. C'est par exemple, c'était mon choix d'étudier les cas de la prise de décision à haut risque parce que je croyais que c'est là la confiance où joue le rôle. Parce qu'on parle des conséquences assez graves. Et pour moi, c'était pas assez intéressant, ni cela faisait beaucoup de sens d'étudier la confiance dans la recommandation de Spotify, par exemple. S'il y a une chanson qui était suggérée par l'algorithme et ça me plaît ou pas, oui, il n'y a pas de conséquences graves. Alors, pour le deuxième point que tu as évoqué dans ta question, pour toi, dans la décision de crédit, tu l'avais aperçu que oui, le sujet de confiance ne faisait pas le sens non plus pour toi. Et il y a un article très intéressant dont j'oublie complètement le nom, donc je vais le chercher. Mais c'était intéressant parce que il disait exactement que pour certains types de personnes, dans le cas où tu étais, pour toi, c'était pas la question de confiance, parce que peut-être que tu n'as pas des expériences négatives avec le système bancaire, mais par exemple avec certains groupes de personnes minoritaires qui déjà sans l'IA, avec ce type de système, par exemple, c'est des communautés des immigrés ou des femmes noires aux États-Unis qui normalement sont discriminées avec les docteurs humains sans l'IA. Et du coup, s'il y a un système avec l'IA, pour eux, parce qu'ils ont déjà des mauvaises expériences avant, toujours dans le même contexte, ça peut évoquer pour un certain type de minorité des questions de confiance, juste parce que ils n'ont pas la confiance dans le système tout court, parce que le système est préjugé contre eux. Du coup, la question de confiance, ça peut se lever pour certains types de personnes si
oui, statistiquement, ils ont déjà des mauvaises expériences avant avec le système tout court, le système qu'il il est évoqué. Et par exemple, dans le cas de prise de décision pour l'application pour un emploi, les personnes qui ont évoqué la question de confiance, les personnes impactées par les décisions, c'était les personnes issues d'immigration qui ne faisaient pas la confiance dans le système utilisé par les RH parce que, d'après leurs expériences, le système d'emploi était préjugé contre eux. Et alors, pour eux, c'était la question de confiance. Pour eux, c'est selon leurs expériences et leur profil. C'est en lien avec les premiers points que tu mentionnais sur le transfert de la confiance entre humains, la confiance dans un système généré par Exactement. Oui. Et dans ce cas, ce ne sera pas entre les humains, mais entre les humains et le système, l'institution. Ça joue le rôle aussi. En fait, c'était à peu près ça. C'est un peu ce que tu viens de financer. En gros, ce que ça traduit, le fait que face à ta banque, tu ne te poses pas la question est-ce que je dois faire confiance ou pas, parce qu'en fait, tu as confiance dans quelque chose de plus grand qui est la société dans laquelle tu vis et dans lequel tu dis bon, la banque va pas trop. Non, là, c'était pas une relation de dépendance. En fait, moi, dans mon cas, c'était pas que j'avais confiance, c'est que, en fait, de toute façon, j'avais pas le choix. Ah, oui. En fait, j'ai l'impression que ouais, non, en fait, oui, mais globalement, tu vois, tu sais que, c'était pas une question de faire confiance à la manière dont ils prennent telle ou telle décision. Oui, mais sans avoir le choix, tu peux quand même décider que c'est bon, tu vas y aller, même si c'est pas ce que tu voulais, parce que tu dis, de toute façon, le système, la société dans laquelle je vis, ça fonctionne grosso modo. Je crois qu'il y a une ambiguïté sur le fait il faudrait aller plus en amont sur la question. Est-ce que c'est la banque qui refuse le prêt et du coup, j'ai confiance parce que je me dis, bon, mais il doit avoir raison, ils ne m'ont pas attribué, de toute façon, j'ai pas assez de sous. Ou est-ce qu'au contraire, ils m'ont filé un prêt, alors là, ils sont vraiment nuls, je vais les dépenser. Et je pense qu'entre vous deux, il y a une notion de faux positif ou faux négatif qui est parce qu'en fait, la confiance, elle est dans le même sens. De toute façon, la donnée, elle est toujours entachée de la précision. On n'a pas de système qui est fiable à 100%. Après, il y a souvent ce qui fait pour basculer dans les faux positifs ou négatifs, c'est des données contextuelles auxquelles le système n'a pas accès et on n'a pas de prise sur ces données. Donc c'est pour ça que c'est l'humain qui doit prendre la décision, parce que lui, peut-être, il peut avoir plus d'informations que l'on a le système qui n'est pas très intelligent, il faut connaître. Mais quand vous discutez avec des médecins, ils vont passer tous les cas ultra rares au début pour vérifier que ça rentre pas. Pourquoi? Et quand on discute avec eux, ils disent, mais parce qu'il y a 20 ans, j'ai loupé le cas, la dame est morte d'un cancer, ça m'a ravagé, et compagnie, ça, j'ai eu un problème. Et après, ils vont faire le tout venant, quoi, plus facile. L'IA fait exactement l'inverse, c'est-à-dire les cas, des fois, ils sont un petit peu passés à l'âge parce qu'ils sont très peu vus dans les cas de test. Et donc, on fait les 80-90%, mais après, les quelques pourcentages de cas, ils vont passer à l'âge parce que on aura du mal. On n'a pas encore de vieilles IA qui ont été confrontées. Non, mais on le sait, on le voit. Donc, on multiplie les cas, on c'est déjà fait ça, par contre, magouille pour faire ça, mais ça veut dire qu'on n'est quand même pas à l'aise sur certaines parties qui sont relativement rares. Tu vois, les systèmes experts en même temps que les collectionnistes. Mais c'est ça, ouais, il faut mélanger les deux. Je suis assez d'accord. Théo, si je peux me permettre en fait, j'aimerais bien rebondir sur la question de Jules. Et si je comprends bien, en fait, le type de vulnérabilité auquel vous parlez dans vos deux cas, c'est l'humain a quand même une certaine autorité, c'est-à-dire qu'il est vulnérable à la décision de l'algo, mais peut la bypasser. Enfin, il peut reprendre la main dessus, en quelque sorte. Par exemple, un médecin peut dire non, je ne fais pas confiance, je fais mes décisions. Alors que j'ai l'impression que pour Jules, c'est plutôt l'utilisateur est lui-même vulnérable de la décision de l'algorithme, puisque ça va s'impacter sur lui-même. Et est-ce que du coup ces deux cas de figure, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la décision de l'algo, il est vulnérable d'emblée face au système parce que la décision va affecter l'utilisateur, par exemple la demande de prêt. Et est-ce que du coup ces deux situations, elles ne devraient pas être vraiment étudiées différemment, puisque dans un cas c'est vulnérable par rapport à une décision sur autrui ou vulnérable par rapport à une décision sur soi-même? Est-ce que du coup on doit étudier ça totalement différemment?
Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas le même point de vue, en fait, sur cette décision-là. Il y a le point de vue du décideur, celui qui va décider in fine, et puis le point de vue du demandeur, et voilà, c'est des points de vue qui sont différents, mais sur l'interprétation, bon, on en revient à l'erreur et à l'imprécision, c'est-à-dire que si le décideur n'a pas conscience voilà, et l'explication, en tout cas, ça lui apporte des éléments complémentaires pour pouvoir dire est-ce que je garde cette décision qui m'est proposée par l'algorithme ou est-ce que je m'en écarte parce que l'algorithme dit c'est pas ça, parce que, enfin voilà, est-ce qu'il aura la lucidité de prendre ce résultat avec des pincettes et puis d'adapter en fonction de ce qu'il sait et de ses connaissances. Mais le souci, c'est que les médecins qui ont connu avant l'IA ont ce travail, mais ceux qui ne connaîtront que avec l'IA, et on le voit avec les élèves avec Internet, encore plus avec ChatGPT, ils ne feront pas cette analyse-là, ou très, très difficilement. Ou plus tard. Et du coup, il y a un point, tu mentionnais tout à l'heure l'importance du contexte, c'est l'humain qui a le contexte et pas et c'est pour ça que la machine ne peut pas prendre la décision à la place. Je pense qu'il y a deux choses. L'humain peut acquérir de l'information sur le cas et donc compléter par information foraging et donc améliorer la décision, mais il y a une autre partie du contexte qui est aussi combien cette décision est importante ou pas pour moi. Parce que si je dois me prendre le chou pour un truc, ça va me coûter 10 € ou pas, bah, finalement ça n'a pas d'importance. Si par contre ma vie en dépend, à ce moment-là, bah, je peux investir un petit peu plus dans l'acquisition d'informations pour le faire. Et ça, c'est quelque chose que, par définition, on ne met pas dans la machine. Le poids qu'on est prêt à mettre. On dirait les faux positifs et les faux négatifs. On a des fonctions beaucoup associées aux faux positifs et aux faux négatifs qui permettent de pas l'enjeu pour l'humain. Oui, mais pas l'enjeu pour l'humain qui doit justement lui prendre la décision. On peut mettre une fonction de coût sur une décision dans un sens ou un autre, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans ce qu'on présente. Par contre, pour l'humain qui est le decision, enfin la personne qui est influencée ou pas par la décision, il y a un poids, et puis il y a aussi une capacité à remettre les objectifs. J'avais un professeur qui m'expliquait la différence entre risque et incertitude. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais j'ai trouvé ça très intéressant. On prend une décision en situation de risque lorsqu'il y a des incertitudes, des inconnus dans les paramètres de la décision, mais que l'objectif, lui, est connu. Et la plupart des décisions, de la décision automatisée, c'est la décision en situation de risque. La décision en termes d'incertitude, ce à quoi nous, en tant qu'êtres humains, on est le plus souvent sujet, c'est qu'on a certes des inconnus sur les paramètres de la décision et ce qu'on veut faire, mais également sur l'objectif. On ne sait pas définir qu'est-ce qu'on veut. Et si on ne sait pas le définir, à ce moment-là, il y a une certaine latitude qui s'exprime dans l'énergie qu'on est. Voilà, c'est très courant, finalement. Comme on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas forcément. Quel film va me présenter ce soir Netflix, je m'en fiche un peu. Donc le système recommandeur peut être bon ou mauvais, c'est moins important que. On en arrive à la fin, donc il y a une question qu'on a pas, enfin, je l'ai mise de côté, mais je la redis quand même. En préparant ça, on avait parlé de système de classification, d'organisation de la décision, des données, enfin, ça va pour beaucoup de choses. En termes que la décision, elle me touche ou elle touche l'environnement dessus, donc proximal ou distal. Et le deuxième axe, c'était est-ce que la décision, vraiment, elle est prise à mon insu ou elle est prise de façon volontaire. Bon, on va peut-être pas l'aborder là maintenant, parce qu'on arrive vraiment à la fin, mais je voulais le mentionner quand même. Donc, sauf si je vous frustre en passant directement à la dernière phase qui est est-ce que vous pouvez nous dire chacun en 1 à 2 minutes ce que vous retenez finalement de l'après-midi ou de la journée, en quoi ça va modifier, éclairer, transformer ou pas vos travaux. Alessandra, tu peux commencer. Oui. Alors ma conclusion de cette journée est que c'est le thème assez complexe, on a du travail à faire. C'est pour ça qu'on a cette discussion assez riche et intéressante. Et, c'était intéressant de voir vos remarques sur
la manière dont on parle de l'IA, parce que la narrative dont on crée autour de l'IA, ça forme aussi notre perception de ce type de technologie. Et on voit que de plus en plus, ça joue le rôle important aussi parce qu'on voit maintenant l'IA très propagée pour tout le monde avec le chat GPT. On voit ça et ça va que s'accélérer. Du coup, pour comprendre la confiance, on doit étudier les facteurs dont j'ai listé. Je trouve que c'est de plus en plus important de faire attention au langage qu'on utilise autour de cette technologie assez complexe. Et non seulement le langage, mais aussi les images qu'on utilise aussi. Du coup, on doit faire, quand on fait ces discours, la narrative qu'on pousse, c'est très important aussi. Et j'en tire ça spécialement de la dernière partie de cette journée. Merci beaucoup pour votre attention. Thomas, on peut continuer. Eh bien, déjà, j'ai appris énormément de choses. Je m'attendais à avoir un contraste entre la matinée et l'après-midi, et je vois qu'en fait, on s'est rejoints. Parce que les questions de confiance étaient présentes le matin, les questions d'évaluation, enfin de comment, enfin j'ai l'impression qu'on s'est rejoints, et même je dois dire que très souvent on oppose l'IA et l'IHM, même j'ai des gros mots, on les opposait l'un à l'autre, je ne vais pas les répéter, mais j'ai l'impression que le débat aujourd'hui, enfin il y a une vraie convergence de méthodologie. En tout cas, aujourd'hui, dans les présentations, j'ai senti un accord sur les questions qui se posaient, qu'on a moins tendance à voir dans la vie courante. Merci beaucoup. Oui, quand on parle d'IA, on parle rarement d'interaction. Mais je trouve ça dommage parce que l'IA doit être au service, d'assister et rendre service à l'humain et pas lui imposer des choses, non. Clairement non. Et puis il faut toujours être méfiant, et il faut toujours être méfiant. Confiant, j'irai pas jusque-là. Il faut toujours se méfier, toujours. Quand vous allez sur n'importe quel site web et que vous êtes tracé et que vous ne savez pas toujours nécessairement ce qui est fait à partir de vos traces, il faut toujours être méfiant. Voilà. Et puis surtout, chercher à... faut pas que ça nous dispense de réfléchir et puis de chercher et de s'assurer que voilà, on a obtenu de l'aide, mais pas qu'on s'arrête de réfléchir. Merci beaucoup. C'est bon. Il nous reste à vous remercier.